l'ascenseur. Allez, venez. Je ne vous cache pas que c'est émouvant pour nous les accompagner. Parce que c'est leur histoire, moi je suis émue. Voilà. Alors on n'a fait pas les gens qui habitent dans le foyer de la maison, on a donné pour compagnie français. Donc dans la un arabe, comme un fan appelé. Je parle très bien. Vous connaissez André Dia? Alors, je suis pas une fois, je vous attends juste en haut. C'est pas mal ça. Ça, c'est du pas. Du pas dans le bateau. C'est c'est dommage, c'est New Haven de quoi? Allez-y, ça va démarrer. Ouais, il est juste en haut. Alors, est-ce que tout le monde est là? 10h30, on est pile à l'heure. On peut commencer ensemble. Et est-ce que vous voulez me dire ce que vous avez vu dans les marches? Est-ce qu'il y a des images ou des mots qui vous ont marqué? Oui. Alors, lesquels? Séparation. Ça, c'est un mot-clé, ça dit séparation, effectivement. Fuir, absolument. Sur la fuite. L'asile. C'est lié à ça, la fuite et l'asile, c'est deux mots comme ça qui se lient. Traverser. La traversée. Le danger, ouais. L'accueil, le départ. Immigrer, le mot-clé. Refuge. La séparation. Des images, vous marquez? L'hospitalité. L'accueil. Donc ça, vous avez compris, c'est tous les mots qui gravitent un peu autour du sujet qui est l'autre. L'histoire de l'immigration. C'était pas encore vraiment le musée, là. On est à peine dans le musée, il est ici. Là, on est dans l'introduction. C'est toujours très intéressant de regarder l'introduction de manière très, on va dire, concentrée, parce qu'on va y mettre beaucoup de choses dans l'introduction. C'est très symbolique. La première œuvre d'art de ce musée, vous l'avez là-haut. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette œuvre-là?
C'est quoi le message de cette œuvre d'art? C'est ces trois phrases. Étranger partout. Étranger partout. Alors ça veut dire quoi étranger partout pour vous ça? Pourquoi on vous dit ça dans le musée? L'étranger partout. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment vous interprétez cette phrase de l'étranger partout là? Toutes les nationalités, ouais. Toute la culture. Toute la culture. Les dangers, les humains, la culture. Comment? Sans discrimination, ouais, effectivement. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un étranger ou une étrangère? On entend toujours ce mot, mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est de quitter son origine. Qui vient d'ailleurs, son origine, alors ça pourrait être lié à ça, mais pas forcément. Alors déjà, pour pouvoir définir étranger, il faut déjà définir une zone. Définir Une une zone. zone, ouais. Donc nous, la définition d'étranger ou d'étrangère, elle existe en France. Et en gros, un étranger ou une étrangère, c'est une personne qui n'a pas la nationalité française et qui est en France. Oui. C'est la simple définition. Une personne qui n'a pas la nationalité française. Est-ce que le mot immigré, il veut dire la même chose pour vous? Non. On est d'accord? Oui. Sinon, il n'existerait pas. Il y a un autre mot qui désigne une autre situation. Oui. Quelle est cette langue-là? Alors en haut, quelqu'un a une idée de la langue en haut en vert? C'est quoi du roumain? Pas du grec, c'est du grec. Elle est peut-être plus facile en orange. Français? Alors, Non, c'est quoi l'espagnol? portugais, du portugais, exactement. La seule chose qui m'a chagriné, parce que je suis issue de cette immigration, mais je ne sais pas écrire en arabe. Alors, il a fallu faire un choix. C'est un collectif d'art qui a fait ses phrases dans toutes les langues et les a affichées dans toutes les capitales d'Europe. Donc là, si on voulait analyser un peu ces trois langues, alors le français, parce que c'est l'Union nationale de l'histoire de l'immigration en France. Le portugais, parce que c'est pendant très longtemps la population qui est le plus venue en France. Quand le musée a ouvert, c'était la population étrangère qui était la plus présente en France. Ça pourrait être une des explications. Et le grec, c'est une manière d'enraciner aussi cette histoire bien dans la culture européenne. On va dire la langue grecque, c'est une des langues qui a marqué, on va dire, beaucoup le territoire. Ça aurait pu être très symbolique de mettre toutes les autres langues du monde. Les artistes l'ont fait. On aurait pu trouver ça ailleurs, là c'est un choix. Soit on met quelques langues, soit on met pas. Alors si on les met toutes, on en veut aucune dans ce cas-là. Oui, je sais que l'immigration maghrébine, il y en a énormément. Effectivement, mais vous allez voir que c'est un peu le débat qu'on a dans tout ce musée. Comment on fait pour parler de toutes les situations? À partir du moment où on décide de faire des choix, eh bien, on va satisfaire une majorité et une minorité eh bien, sera un petit peu plus déçue. Et c'est l'enjeu d'équilibre. C'est l'enjeu d'équilibre. Vous le direz à la fin quand on aura vu tout ensemble. Avec une modalité universelle. Mais c'est ce que vous dit cette phrase, finalement, étranger partout. C'est cette mentalité universelle. Parce qu'on a dit qu'étranger, finalement, c'est être eh bien, autre que français en France. Mais on se rend bien compte que les Français doivent être étrangers. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Alors comment ça se fait ça qu'un Français peut être étranger? Dans quelle situation un Français ou une Française se retrouve étranger ou étrangère? Ah, il voyage. Enfin, le Français qui voyage en Turquie sera étranger. Le voyage. Oui. N'importe quel Français qui quitte la France se retrouve étranger. Et les Français qui sont en France sont des étrangers pour tous les autres qui sont hors de la frontière. Donc il n'y a pas les Français et l'autre catégorie qui sont les étrangers. C'est un groupe qui est étranger en fonction d'un autre groupe. Donc l'étranger partout, c'est ce qu'on vous explique finalement. Nous sommes tous des étrangers de quelqu'un. C'est l'introduction de ce musée. Et puis la première phrase, elle est importante. L'histoire des circulations, des mobilités, des échanges entre les populations est constitutive de l'histoire humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les échanges, eh bien finalement, ils sont constitutifs de l'histoire humaine. La vie en harmonie, on vous explique finalement qu'on observe eh bien, de l'immigration, c'est-à-dire de la circulation et de l'immobilité, depuis qu'il y a l'histoire. Constitutive de l'histoire humaine, c'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'observe pas à un moment donné dans l'histoire, un moment où il n'y a pas d'échange et d'immigration. On aurait pu commencer ce musée n'importe où. Il n'y a pas une date à partir de laquelle l'immigration commence. Depuis qu'il y a des hommes, il y a des mouvements. Donc, on vous explique finalement qu'on aurait pu commencer ce musée dans n'importe quelle partie de l'histoire humaine. On va bien compte que c'est pas possible. De la même manière que c'est pas possible de parler de tout le monde, c'est pas possible de parler de tout le temps. Donc, c'est une histoire des choix. Le premier choix qu'on a fait, c'est l'introduction ensuite dans le XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'immigration avant. Ça veut dire qu'on a décidé de commencer là. Alors il y a déjà le groupe, nous on peut regarder d'ici si vous voulez, mais qu'est-ce que vous voyez dans cette salle? C'est quoi les objets qui vous sautent aux yeux? Le bateau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet dans cette salle?
écrit dans une poisson. Les coquillages qui vous évoquent quoi? Les côtes. Les côtes, la Méditerranée, quel type de territoire? La mer, on est sur la côte atlantique, vraiment, je crois que on est plutôt sur une petite montagne. Des gros coquillages partout, mais on simplifie, ça nous évoque quand même des pays qui sont un peu lointains vis-à-vis de l'Hexagone. Qu'est-ce que ça vous évoque d'autre, des chaînes. Les coquillages sont accrochés avec des chaînes. Tout le monde voit ça? Alors qu'est-ce qu'on vous raconte là? Les coquillages, la mer, effectivement. L'esclavage. C'est quoi le lien entre la mer et l'esclavage? La question négrière, la traite atlantique. Est-ce que vous connaissez la traite atlantique? La traite atlantique, qu'on a appelé le commerce triangulaire, c'est un commerce qui s'est organisé entre trois parties de la planète, trois parties égales triangles, et qui circulait constamment avec des bateaux pleins. Et à chaque fois, la cargaison changeait. Le bateau partait d'Europe vers l'Afrique pour apporter des objets qui pouvaient être vendus à la population africaine. Exactement. Vous avez... Est-ce que vous avez un synonyme, un autre mot à proposer? C'était pas déjà commun, souvent ils étaient arrachés, c'est pas comme si les Africains mettaient des doigts sur le marché, venaient acheter des objets, ils étaient arrachés. Donc voilà, quand je dis ça, c'est pas. Absolument. Mais on peut faire de commerce de choses qui n'ont pas envie d'être commerciales. C'était les Européens qui ont imposé l'idée de commerce. C'est ce que je dis, le mot commerce n'est pas compris dans ce cas. Mais ça se rend notre débat, moi je suis pas d'accord. L'histoire, c'est d'autres personnes qui l'ont dit. Et arraché de force. On parle de l'esclavage et moi je parle de commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'est faire commerce à chaque point d'arrêt de quelque chose. Avec un moment tragique qui est justement le bateau qui part d'Afrique, qui est rempli d'esclaves. Il y avait des comptoirs. Ouais. Les comptoirs africains, exactement. Et la fin du commerce triangulaire, c'est quand le bateau repart plein des îles d'Amérique centrale, plein de coton, plein de canne à sucre, qui vont être vendus. Donc là, on comprend bien que les Européens s'enrichissent aux trois temps du commerce triangulaire. Nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est le bateau qui part plein d'esclaves depuis l'Afrique jusqu'aux îles d'Amérique centrale. Pourquoi cet épisode, selon vous, se retrouve dans le Musée national de l'histoire de l'immigration? Pourquoi on vous parle de la traite négrière dans le musée de l'immigration? Est-ce qu'il y a un lien? Ça vise la justice. Ça vise la justice. De base, c'est ça. Parce que le commerce, on faisait du commerce avant. Parce que c'est une forme de migration. Effectivement. Sous la migration, mais avec pas d'esclavage. Effectivement. En mer, on observe qu'il y a que l'esclavage sur l'Afrique, les États-Unis. Donc il y a une arrière-pensée qui existait depuis que Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte du flux qui part d'Afrique vers l'Amérique centrale, c'est que c'est une forme de migration. Et le mot-clé, vous l'avez dit, forcé. Alors pour le commerce triangulaire, des traites d'esclavage, on a dans tous les sens, entre tous les pays. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette traite négrière atlantique, parce qu'on se rend compte que, aujourd'hui, c'est de l'histoire de l'immigration en France. C'est des personnes qui ont quitté leur pays pour s'installer durablement dans un autre pays. Et évidemment, c'est une migration forcée, évidemment, c'est de la déportation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de l'immigration. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que veut dire l'immigration? Qu'est-ce qu'une personne immigrée? C'est pas forcément l'étranger, ça peut l'être, mais c'est pas forcément. au début, Et l'idée de déplacement? on considérait l'immigration comme état d'esclavage moderne. Attention, c'est pas critique, mais la mentalité des gens. C'est plus en déplacement. C'est en tout cas centré sur un déplacement. D'une personne qui est née étrangère à l'étranger. C'est la définition aujourd'hui actuelle. Pour être immigré en France, il faut être né étranger à l'étranger et s'être rendu en France durablement. Elle est la définition. Et il y a plein de choses d'autres à dire sur l'immigration. Mais la définition, elle s'arrête là. Être né étranger à l'étranger et s'installer durablement en France. C'est une phrase qui est un peu compliquée, mais je vous explique comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut naître français à l'étranger? Oui. 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 Si vos parents sont étrangers, qui sont pour X raisons à l'étranger, ils accouchent, la maman accouche, l'enfant naît français. C'est le droit du sang. Cette personne, si elle revient en France à un moment donné, est-ce qu'elle est immigrée? Non, parce qu'elle est née française à l'étranger. A l'inverse, est-ce qu'on peut naître étranger en France? Oui. Oui, pour la même raison. Les parents ne sont pas français, naissance sur le sol français, c'est le droit du sang que ça veut dire. Vous êtes né étranger en France. Est-ce que vous êtes immigré? Non. Non, mais vous êtes étranger. Donc il faut qu'on ait cette double condition, naître étranger à l'étranger et puis venir s'installer
durablement. C'est combien de temps à votre avis durablement? 5 ans, 10 ans, c'est 1 an. Pour être immigré, on ne parle pas de naturalisation, et absolument pas rentrer dans le sujet. Pour être considéré comme immigré, eh bien c'est au bout d'un an. Si c'est moins d'un an, eh bien finalement vous êtes touriste, absolument. Comment? Ah bah, la plus grande partie de l'immigration en France, c'est les étudiants. Aujourd'hui, les immigrés les plus fréquents en France, c'est les étudiants. Donc, gardez bien en tête cette définition, parce que finalement c'est un peu notre sujet. Les personnes qui sont nées étrangers à l'étranger, qui sont venues s'installer en France. Et quand on appose eh bien, cette histoire tragique de l'esclavage, on se rend compte que c'est l'immigration. Les personnes qui sont nées étrangers à l'étranger et qui se sont installées durablement en France. En l'occurrence, les colonies françaises. Évidemment que c'est de la déportation, évidemment que personne ne voulait se rendre en France à cette période de l'histoire pour ces raisons. Mais ici, c'est le début de l'histoire de l'immigration parce que ça a été un nombre de personnes extraordinairement important. Vous avez le chiffre là. 1,5 million de personnes déportées par les Français pour se rendre dans les colonies. Est-ce qu'on pouvait retourner en arrière ensuite? Donc, cette histoire de l'immigration commence avec ce flux immense. Il y avait des cas de figure avant, il y a des personnes qui s'étaient rendues en France avant, mais c'est tellement une histoire importante avec des flux immenses qu'on a choisi de le mettre comme ça en introduction. C'est l'immigration forcée. Est-ce que l'immigration est toujours forcée? Non. Elle est souvent voulue. Dans les chiffres, elle est majoritairement voulue. Alors pas dans cette partie de l'histoire, aujourd'hui elle est quand même majoritairement voulue. Ce qui est intéressant, alors pendant très longtemps c'était forcé, mais même quand c'était forcé, il y avait aussi l'immigration voulue. L'intérêt, c'est de se poser la question en quelle proportion. Là, vous avez vous pouvez le suivre à la ça pourrait peut-être la première question que je vous pose, c'est est-ce que face à ça, on regarde des migrants et des migrants? Non. Est-ce que ce sont des migrants et des migrantes, ces personnes? Non. Comment? Est-ce que c'est des personnes qui ont immigré, ces personnes qu'on vous présente ici? Ah, Non. Alors pourquoi ils n'auraient pas immigré selon vous? ils seraient nés sur le territoire. Ouais. Leur tenue. Alors, permettez-moi de simplifier ce que vous êtes en train de me dire, mais souvent on me dit que ce ne sont pas des migrants parce qu'ils sont blancs et parce qu'ils sont riches. On me dit très souvent ça. Parce qu'ils ont l'air de rois, parce qu'ils ont l'air d'être nés sur le territoire, eh bien c'est tout simplement ici des migrants européens. C'est possible de migrer depuis l'Europe. Une grande partie de la migration encore aujourd'hui vient d'Europe. Donc ici on vous présente finalement l'autre aspect de la migration, celle qui est voulue, celle qui est choisie. On commence avec cette migration comme ça massive qui est complètement forcée, l'esclavage, et puis dans les mêmes années, eh bien, vous avez aussi une partie de la population qui vient en France pour des raisons qui sont encore les mêmes. À votre avis, c'est quoi le métier de ce monsieur-là? Ça pourrait être quoi son métier? Capitaine de bateau. C'est un soldat. C'est un militaire. Exactement. On va parler de la question de l'armée dans la migration. Lui, c'est un scientifique, c'est un astronome. Qu'est-ce qu'étudient les astronomes? La Terre. Les astres, plutôt les astres, l'espace, le ciel. Ça permet de mieux naviguer aussi. Exactement. Cette personne, c'est une personne qui est venue investir dans le Champagne, à l'est de la France, donc pour des raisons économiques, et lui, ce personnage, c'est un comédien, c'est un artiste. En gros, ici, dans cette partie du musée, on vous présente un peu les catégories de l'immigration. Autour de la guerre, autour des sciences, autour de l'économie, autour des arts. Est-ce que c'est des catégories qui sont toujours existantes aujourd'hui? Est-ce qu'on migre pour des raisons scientifiques, commerciales, artistiques? Voilà. Oui. On vous explique que ça fait très longtemps finalement qu'on a cette catégorie de migration. Oui. Et ce qui est intéressant avec cette petite partie de la population, c'est qu'ils vont pouvoir être naturalisés. Grâce à cet objet qui est une lettre, la lettre de naturalité. On vous explique que sous l'Ancien Régime, on est au XVIIe siècle, c'est Louis XIV, on est loin. Vous êtes déjà, quand vous êtes étranger en France, eh bien, dans la capacité de devenir français, d'être naturalisé, c'est-à-dire devenir un sujet du roi. C'est ça l'enjeu d'être français au XVIIe siècle, c'est de devenir un sujet du roi. Les esclaves devenaient des sujets du roi. Ce n'étaient pas des citoyens, ce n'étaient même pas considérés comme des hommes ou des femmes, mais ils appartenaient au royaume. C'est la même chose avec la naturalisation, vous étiez étranger, eh bien vous appartenez au royaume. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces rares personnes qui peuvent devenir eh bien, sujets du roi quand elles sont étrangères, parce qu'il y a un intérêt. Vous voyez l'intérêt d'être un militaire, l'intérêt d'être scientifique. Là, le royaume, il veut avoir comme ça tous ces personnages qui lui servent beaucoup.
On est français pendant très longtemps parce qu'on appartient au royaume. 1789, est-ce que vous connaissez cette date? Révolution française. Révolution française. C'est aussi l'objectif de ce musée. On va se rendre compte que finalement on parle de dates qu'on connaît bien, dont on a déjà entendu parler, parce que c'est un musée d'histoire de France. On vous parle du fait que l'immigration est au cœur de l'histoire de France et que dans beaucoup des grands épisodes historiques, eh bien, on peut trouver des liens. 1789, c'est quoi la grande rupture? Qu'est-ce qui a vraiment changé en 1789? La fin de la monarchie. Et on a vu qu'avant on était français parce qu'on appartenait au roi d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe avec la Révolution française? Comment on est français à partir de la Révolution française? La citoyenneté, la question de la citoyenneté. Avant on était français parce qu'on était sujet du roi. Après 1789, on est français parce qu'on est citoyen de la République. Vous savez peut-être qu'on parlait d'universalité. Est-ce qu'il y avait une universalité effective? Est-ce que c'était vraiment l'égalité entre tout le monde? Non. Non. Est-ce que tout le monde était citoyen? Non. C'était les hommes blancs riches, pour simplifier. Et ensuite, on va déconstruire tout ça au fur et à mesure. À votre avis, quand est-ce que c'est terminé cette histoire-là de la vraie domination des hommes dans la citoyenneté? Une date? 44. Ouais, 1944, c'est quoi? C'est le droit de vote des femmes. Donc on pourrait placer 1944 comme une sorte de fin de la Révolution française. C'est une révolution qui est très longue. Il n'y a pas 1789, fin d'histoire. Ça a été très long. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de regarder la question de l'immigration à cette période de l'histoire. On va regarder une grande composition avec beaucoup de nationalités. Un jaune noir en fait. Si on les regarde, la nationalité. C'est vrai. Mais est-ce qu'on les voit dans ces images? C'est écrit. Alors dites-moi les nationalités qui ressortent. L'espagnol, l'Égypte, brésilien, c'est intéressant ça. Ouais, polonais, hongrois. Et si on essaye de comprendre ce que ça veut nous dire ici, là, est-ce qu'il y a un continent qui domine? L'Europe. L'Europe. Est-ce que c'est quand même international? Oui. Il faut trouver, on va dire la nuance. C'est très centré sur l'Europe, majorité de nationalités européennes, et puis à côté de ça, vous avez notamment ici le chinois, l'égyptien, le brésilien. Le perse. Le perse, effectivement. Vous avez comme ça, il y a quasiment tous les continents qui sont à part. Dans les chiffres, ça va être très centré sur l'Europe. Les pays qui viennent le plus en France dans ces années-là, c'est beaucoup les Espagnols, les Italiens, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. C'est quoi les liens entre ces pays-là? La frontière. La frontière, c'est des pays frontaliers. Au 19e siècle, le début de l'histoire de l'immigration, elle est majoritairement frontalière. Ça n'a pas trop changé, non? Ça a changé un petit peu. Au 19e siècle, c'est très majoritairement les frontières qui viennent. Est-ce que vous avez une raison à me donner? Pardon? Pourquoi c'est une immigration frontalière au 19e siècle? L'industrie, surtout c'est Il n'y a pas de beaucoup plus frontière. facile. Ouais, il y a pas de frontière. C'est une question de facilité. C'est une question de pouvoir juste traverser
eh bien, un ruisseau, une montagne, et d'être dans un nouveau pays. Au XIXe siècle, c'est beaucoup plus difficile de faire de la migration, on pourrait dire, intercontinentale. On traverse beaucoup moins facilement l'océan au XIXe siècle qu'au XXe siècle. Peut-être pas autant de contrôle. Et beaucoup moins de contrôle, effectivement. Et puis surtout, un intérêt massif à avoir de la main-d'œuvre. Le XIXe siècle, c'est ça. Une croissance économique qui monte pour l'industrie française, avec la révolution industrielle, et puis une croissance démographique qui stagne. Vous comprenez, croissance démographique qui stagne, croissance industrielle, eh bien ce trou-là, il faut le combler avec de la main-d'œuvre étrangère. Et puis il se trouve que dans les pays voisins, c'est l'inverse. La croissance économique fait ça parce qu'il n'y a pas encore la révolution industrielle, à part en Angleterre, et à côté de ça, croissance démographique. Donc il faut aussi combler le trou. Donc on a à un moment donné c'est l'immigration, et à un moment donné c'est de l'émigration. La France c'est le seul pays d'immigration en Europe au XIXe siècle. Tous les pays européens sont des pays comme ça d'émigration. Beaucoup vers l'Amérique du Nord, beaucoup vers l'Amérique du Sud. Et puis au centre, vous avez la France qui a besoin de main-d'œuvre et qui va récupérer comme ça, eh bien, beaucoup de nationalités. Les images que vous avez ici vous montrent des travailleurs, à votre avis? Comment? Est-ce que c'est des travailleurs les... Dans un certain sens, mais en fait, il y a un peu de tout, non? Quand on regarde, c'est surtout des hommes qui ont l'air assez bien habillés, des gentlemen. C'est pas l'immigration laborieuse. L'immigration laborieuse, on va la trouver aux frontières, on va la trouver au nord de la France, au sud de la France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1851, quand on recense la population, on pose la question de la nationalité. Au début, on ne faisait pas. Quand on faisait le recensement de la France, on se demandait juste qui est là, on avait les chiffres, on n'avait pas le détail. Pendant 50 ans, on ne sait pas qui est là et combien d'étrangers sont présents en France. En 1851, premier recensement de la nationalité, quel est le chiffre clé là? 1% de la... Exactement. La première fois qu'on a eu des chiffres sur l'immigration en France, on nous a dit 1% de la population est étrangère. Et on avait les détails. Dans ces 1%, un tiers sont des Belges. On dit vraiment que c'est les pays voisins. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du chiffre que ça peut être, les étrangers en France aujourd'hui? En pourcentage? 20%? 100% d'étrangers en France? 20? Moins. 10%. C'est moins de 10%. Oui, moins de 10%. C'est 7-8%. T'es sûr? C'est un peu, oui. Oui. C'est moins de 8% d'étrangers en France aujourd'hui. Et 10% d'immigrés. C'est ça l'objectif aussi de ce musée, c'est de vous donner les chiffres. Les chiffres, voilà, c'est le ministère tous les ans qui les a, il les donne. 7% d'étrangers, 10% d'immigrés. Exactement. Alors il est où le décalage d'ailleurs entre le chiffre immigrés et étrangers? Pourquoi on a plus d'immigrés que d'étrangers en France? Exactement. On va compter dans les immigrés, là, les étrangers, qui ne sont pas nés en France. Et les étrangers et immigrés qui ont été naturalisés. Vous êtes naturalisé, est-ce que vous êtes encore étranger? Mais si vous avez immigré, est-ce que vous êtes encore immigré? Si. Parce qu'on ne revient pas en arrière sur le fait qu'une personne est née étrangère à l'étranger et s'est installée durablement en France. Dans la question de l'immigration, on ne pose pas la question de la nationalité. On pose la question de cet épisode qui est d'avoir immigré à un moment donné. Et si vous êtes immigré naturalisé en France, vous avez des enfants en France, que les enfants sont immigrés? Non. Non plus. Ça ne se transmet pas. C'est juste, à un moment donné, un épisode qui est arrivé. Mais d'où maintenant on parle beaucoup d'enfants d'immigrés. On parle de enfants d'immigrés. Alors ça, c'est un destin, c'est ce qu'on appelle être issu d'immigration. Mais quelqu'un qui est enfant d'immigrés, si les immigrés étaient français, ils le sont, c'est-à-dire ils sont nés français à leur naissance. Il y a cette nuance que les gens parlent pas comprendre qui est français et qui est enfant d'immigrés. Ah ben Comme vous le dites, par exemple, une personne qui a des parents qui sont là depuis 2 siècles, Ouais. mais il reste noir, par exemple. On parle d'enfants d'immigrés. Ah bah ça c'est du racisme pur et dur, c'est que voilà, on va attacher sur votre couleur de peau un sentiment d'altérité. L'altérité c'est l'étranger. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors on avance.
Vous arrêtez devant les marionnettes de 1889. Elles sont belles. Hein. Elles sont belles, elles sont surtout très racistes. Elles nous montrent comme ça des races qui sont moquées. On va parler du racisme dans cette salle. Le mot racisme, il n'existe que depuis le 19e siècle. Depuis que certains scientifiques ont voulu imposer sur les hommes la même structure que dans le monde animal ou dans le monde végétal, c'est-à-dire l'idée de race. L'idée de différentes comme ça espèces qui seraient hiérarchisées. Le racisme, c'est ça. Au 19e siècle, vous avez des scientifiques qui vous expliquent que vous avez des races humaines dans tous les continents et qu'il faut les hiérarchiser avec, au-dessus de la pyramide, l'homme blanc qui est en droit de coloniser toute la planète. C'est ça le racisme au 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que il va se lire ailleurs le racisme. De quoi on va vous parler ici avec les tirailleurs qui viennent d'où? Des Sénégalais. Alors, est-ce que les tirailleurs sénégalais étaient des immigrés à votre avis quand ils sont venus se battre en France? Non. Non, ils étaient français. Ils étaient français. Ils étaient français, oui. Et le lapsus, on le fait vite. Et il n'y a pas que du Sénégal, mais... Exactement. Tous les pays de l'Afrique. Exactement. Tirailleurs sénégalais, c'est l'étiquette qu'on a donnée en gros aux colonies de ce qu'on appelle l'AOF, l'Afrique occidentale française. Est-ce qu'ils avaient la nationalité française? Ils avaient la nationalité française. Ils n'avaient pas la citoyenneté. Et là, on va dire la violence de la colonisation, c'est que... En gros, on dirait du bétail, mais en tamponné. C'est que vous aviez comme ça une citoyenneté qui n'était possible que pour les colons. Et à côté de ça, l'entièreté de la population colonisée avait la nationalité. Quand vous avez la nationalité, vous pouvez être mobilisé. Pratique. Si vous n'avez pas la citoyenneté, vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas les droits comme ça qu'ont les colons dans votre pays. Il se trouve que ces personnes qui pouvaient parfois être perçues comme étrangères n'étaient pas du tout immigrées en métropole. Parce que vous aviez comme ça des nationaux français. Les tirailleurs sénégalais étaient accompagnés des tirailleurs nord-africains, des tirailleurs de Madagascar, des tirailleurs comme ça d'Asie du Sud-Est, donc le Vietnam, Laos, Cambodge. Est-ce que vous savez la différence entre les tirailleurs africains et les tirailleurs asiatiques? Quand on regarde la mortalité, c'est intéressant de regarder la mortalité, les chiffres de ces tirailleurs. Les tirailleurs d'Afrique sont morts pour 20% d'entre eux, entre 20 à 22% d'entre eux. C'est à peu près les mêmes chiffres que l'armée de l'Hexagone. Il n'y a pas une différence de mortalité entre l'Afrique et la France hexagonale. Par contre, quand vous regardez les chiffres des tirailleurs asiatiques, on se rend compte qu'il n'y a eu que 2% de pertes. Et là, il y a un écart. Là, il y a x10. Comment vous expliquez ça? Parce que les Noirs étaient au fond. Parce que les Noirs étaient au fond et les Asiatiques n'y étaient pas. Ils n'étaient pas. Et pourquoi on avait comme ça catégorisé? Parce que... Parce que la France et le ministère des Armées raisonnaient de manière raciste en vous expliquant que telle race avait telle capacité de résistance, de combativité. Et les Asiatiques, c'était quoi les étiquettes qu'on avait apposées sur eux? C'était plutôt, ils étaient plus habiles, ils étaient plus soumis, mais ils étaient moins courageux. Donc ces étiquettes racistes, on les suivait encore pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on répartissait l'armée de manière comme ça, assez stratégique. Et ça se lit de manière comme ça, complètement chiffrée. Est-ce qu'il n'y avait que des colonisés dans l'armée française? Non. Alors, il y avait des Français. Les Français colonisés, et puis il y avait des étrangers aussi. Des étrangers qui venaient de tous les pays, d'Europe beaucoup, et puis certains d'entre eux étaient volontaires. Si on cumule comme ça tous ces soldats, vous en avez 500 000. Mais est-ce qu'il y avait besoin que de soldats pendant la guerre? Non. Il y avait besoin de qui d'autre? Chiracan. Il y avait besoin de cultivateurs dans les cultivateurs, des médecins, des travailleurs. Des travailleurs. Ouais, exactement. Et les travailleurs français étaient partis au front. Il fallait les remplacer. On les a remplacés par qui au début? Les Européens. Alors d'abord par les femmes. C'est à ce moment-là que les femmes françaises ont récupéré un petit peu d'autonomie parce qu'elles ont eu un travail, un salaire. Et puis ensuite, il a fallu aller chercher ailleurs. Il y a eu des travailleurs comme ça européens engagés, il y a eu des travailleurs chinois. Il y a eu 140 000 travailleurs chinois qui ont été engagés par les Français et les Anglais. Il y a eu des travailleurs comme ça qui venaient un petit peu partout. Et quand on accumule tout ça, ça nous donne un chiffre global d'1 million d'étrangers et de colonisés dans l'Hexagone pour soutenir l'effort de guerre. Donc là, on vous a dit au 19e siècle, l'immigration, c'est tout simplement soutenir la croissance économique, c'est aider à travailler sur les grands chantiers. Et puis là, on trouve une autre idée clé qui est soutenir l'effort de guerre en travaillant et en se battant. 1917, c'est une date importante dans le cœur de la Première Guerre mondiale parce que c'est le moment où on impose une carte d'identité.
Il y avait toutes sortes de papiers avant, mais il n'y avait pas la carte d'identité. À votre avis, qui devait porter la carte d'identité obligatoirement en France à partir de 1917? Les étrangers. Les étrangers et les colonies. C'est pour faire une carte d'identité, non pas pour identifier les Français, mais pour identifier les autres. C'était quoi l'intérêt? Contrôler, tracer, surveiller, comptabiliser, rationaliser un petit peu. Donc 1917, c'est le début de cette histoire. On va aller voir une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est que cette table-là? Il ne faut pas trop le toucher. Il est vraiment là sur des objets d'art. Les temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on peut avec ces objets-là à ce moment-là? Exactement. Exactement. Ça, c'est des c'est un artiste qui s'appelle. C'est une œuvre d'aujourd'hui, c'est de l'art contemporain, on n'est pas en 1907. C'est un artiste contemporain qui vous parle de la situation avec ses yeux. D'aujourd'hui, d'avant, et là, vous m'avez parlé de l'Afrique de l'Ouest, vous m'avez parlé des tampons. C'est quoi comme idée le tampon? Qu'est-ce que ça sous-tend comme idée? L'identification. Vous avez de la batterie encore? L'étranger, c'est le contrôle, c'est l'autorité. Depuis l'école jusqu'à la préfecture, le tampon, c'est la validation, c'est l'invalidation. Oui ou du non. Il ressemble à quoi ces tampons si vous les regardez là? Regardez l'objet. Un chapeau, un casque. Un chapeau, un casque. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'ils sont plus gros que ceux qu'on peut voir en vrai? Une tête, ouais. Exactement, on voit un buste. Les épaules, le cou, la tête. Ah ouais, là on voit des... Ouais, on voit... Sur les gens, sur les hommes. Là, on transforme le tampon en figure humaine. Et justement, on vous explique à quel point le contrôle est important et comment le tampon peut aller dans le bon sens. À la carte de séjour, on peut imaginer avec les données, mais on sait aussi que le tampon peut aller à l'inverse de ça. Et pourquoi on a mis cette œuvre d'art en 1917? C'est quoi le lien avec l'histoire? Exactement. Première carte d'identité uniquement pour les étrangers et les colonisés. Il y avait la nationalité française, hein, comprenez bien. Certains nationaux avaient aussi des cartes d'identité parce qu'ils étaient colonisés. C'est le début de cette histoire des papiers. C'est le début de cette histoire de papier comme ça, très rigoureuse, très rugueuse, où il faut commencer à contrôler un peu tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait du racisme aussi en France, des gens qui ont pu monter de la Bretagne, de la... Ah bah oui, la notion d'étranger à Paris, eh bien, elle est vite interne à la France. Je ne l'ai pas commenté, mais vous avez peut-être vu Bécassine. Il y a l'idée de la Savoie, l'idée qu'à Paris, des régionaux, et pendant longtemps, eh bien, on ne parlait pas que le français en France. Eh bien, on avait les patois, on avait les langues comme ça, locales, vernaculaires, et bien, parler cette langue à Paris, s'habiller différemment à Paris, manger différemment à Paris, vous étiez breton, pyrénéen, savoyard, vous étiez étranger. Donc dans les étrangers à Paris, les images qu'on a vues, parfois il y avait des personnes qui venaient de France, hexagonale. Et l'idée du 19e siècle, ça a été d'unifier un peu tout ça. C'est-à-dire que d'un village à l'autre, c'est considéré comme étranger. Exactement. De toute façon, la notion de xénophobie, elle est tout le temps à des échelles différentes. On peut l'observer dans des micro-communautés, à l'échelle des nations. Voilà, il y a du refus, il y a de la peur à toutes ces échelles. Bon, ça même d'un village, on peut trouver ça. Et puis ensuite la ville, ensuite le département, la région, etc. etc. Et le 19e siècle, l'effort qui a été fait par la République, c'est d'unifier un peu ces identités françaises. C'est l'école qui a beaucoup fait ça. L'école est devenue obligatoire à la fin du 19e siècle. Et là, le service militaire. École, service militaire, c'est le moment où la majorité des Français passaient un petit peu par les mêmes endroits, parlaient la même langue, se rencontraient. Et la Troisième République a beaucoup misé là-dessus pour lisser, comme ça, pour supprimer les identités locales. La construction de l'identité française, c'est la suppression
des identités régionales fortes. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui veulent revenir là-dessus, parce que c'est une identité aussi qui est légitime. La Première Guerre mondiale, après, vous vous doutez peut-être qu'il y a de l'immigration encore. Pendant la guerre, il faut des gens pour se battre. Après la guerre, il faut des gens pour reconstruire, pour travailler. Est-ce que ça va être les mêmes personnes? Non. Est-ce que les tirailleurs, les travailleurs colonisés vont rester en France pour faire justement ce qu'on vient de dire? Non. Retour dans la colonie, retour dans le pays étranger, l'État ne veut pas du tout cette présence durable. Donc, retour massif des personnes qui étaient venues. Exactement. Après la guerre mondiale, la France a participé au mondial. C'était une histoire qui était très courte et l'État l'avait toujours dit vous ne pourrez pas rester. Vous venez pour vous battre, peut-être mourir, mais vous ne resterez pas. Donc la population qui était venue et qui aurait pu combler, parce qu'il y a 1,5 million de morts en France pendant la Première Guerre mondiale, et on a vu 1 million de personnes qui sont venues. On peut se dire ça va se combler. Absolument pas. Personne n'est bien expulsé d'une certaine manière, et vous avez comme ça du coup le besoin de nouvelles personnes. On va aller chercher qui cette fois? L'État va aller chercher bien, des populations européennes, catholiques, blanches et alliées. C'est la Tchécoslovaquie, c'est l'Espagne, c'est la Pologne. Pour construire, pour relancer la machine économique, démographique. Exactement. Je disais politiquement aussi, je pense que les hommes politiques ne voulaient pas garder cette même population qui s'est battue pour libérer la France, de peur qu'ils puissent se révolter. Ah bah bien sûr, parce que la France avait promis beaucoup de choses aux personnes qui s'étaient engagées. Et prendre ceux qui, c'est tout ça. Même ceux qui ont opté pour la CGT, par exemple, le ministre du Canada, c'est des objets d'art, ils n'ont jamais été ils ont utilisés. été tués. Et donc on est dans une décennie des années 20, du coup, qui est extrêmement riche en immigration en France. On est après la guerre. Donc vous avez d'abord l'État qui fait venir, il signe des contrats avec des pays. C'est ça l'immigration après la guerre, c'est des pays avec d'autres pays qui disent donnez-nous des gens. Et puis après, c'est plus l'État qui a un intérêt à l'immigration. Ça peut être quel autre acteur qui a de l'intérêt à l'immigration? L'industrie, le patronat. Le patronat, en 1924, crée une société qui s'appelle la SGI, la Société Générale de l'Immigration. La SGI va faire venir 500 000 personnes en 6 ans. Depuis la Pologne, depuis la Tchécoslovaquie, donc des flux énormes. Et là, on se retrouve dans la salle suivante, en 1931, où on va avoir des caractéristiques de crise. C'est-à-dire une population qui a beaucoup migré en France parce qu'on avait besoin d'elle, mais cette fois-ci dans une situation de crise économique. Et on rentre aussi dans une situation de crise identitaire. Et là, vous avez toutes les clés pour rentrer dans une phase comme ça de racisme extrêmement forte. Quand vous avez fait venir beaucoup de gens pour travailler et qu'on vous explique que vous n'avez plus besoin d'eux et qu'à côté de ça, on vous explique de plus en plus qui sont les Français. C'est ça les années 30. C'est le fascisme, c'est l'identité comme ça les années 30. Donc là, la salle 1931 vous explique un petit peu cette cause-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces phases de crise, on les retrouve très souvent dans l'histoire. Les années 1880, les années 1930, les années 1970, peut-être les années 2020, on pourrait dire, après, on a toujours les mêmes ingrédients. Crise économique, présence étrangère stigmatisée, et puis questionnement sur l'identité. Quelles leçons elles ont tirées de tout ça? Les leçons, l'histoire les tire, mais est-ce que les gens lisent l'histoire? On progresse en... Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut avancer, il faut voir le passé, le présent et le futur. Bien sûr. Donc le futur, il est mal planifié à partir de ce moment-là, cette seconde-là. Mais c'est l'intérêt de ce musée de vous expliquer comment ça fonctionne et comment on peut du coup sortir de ce cycle. Oui, mais le musée, il est bien, c'est très... Il y a beaucoup d'avantages pour comprendre le passé, mais il faut qu'il soit aussi un trop-plein pour bien sûr. Mais là, après, le musée, il est vite, les gens il est vite inefficace. 1931, qu'est-ce qu'on présente comme affiche? Exposition coloniale internationale. Est-ce que vous savez pourquoi cette affiche est dans ce musée? Non. Parce que ce musée est construit dans un palais, qui est le palais de la Porte Dorée, qui est construit pour l'exposition coloniale. Les murs dans lesquels vous êtes aujourd'hui sont des murs construits en 1931 pour accueillir un musée des colonies. Aujourd'hui, c'est évidemment plus la thématique. C'est pour ça que vous avez un aquarium aussi. Vous savez peut-être qu'il y a un aquarium en bas. L'aquarium, il est là depuis 1931, parce que dans l'exposition coloniale, il faut montrer comme ça la beauté des colonies. Il faut séduire les Français d'Hexagone avec la beauté des colonies. On fait venir des animaux, on fait un aquarium, on fait venir des gens, des musiciens, des danseurs, des artisans. Et on va expliquer dans cette grande propagande d'État que la colonisation doit continuer. 1931, c'est la plus grande exposition coloniale de l'histoire.
1889, la Tour Eiffel, c'était 50 ans avant. Pour une exposition qui n'était pas exactement la même, c'était une exposition universelle. Mais l'exposition coloniale est comparable aux expositions universelles dans un certain ordre. Est-ce que vous avez des questions sur cet événement-là? Ça n'existe plus, effectivement. C'est la dernière exposition d'ampleur. Il y a eu des restes d'expéditions coloniales dans les années 30-40 en France, mais c'était effectivement la plus grande de l'histoire européenne, avec 33 millions de tickets vendus. 33 millions? Ouais. Genre, en gros, il y a presque toute l'Europe qui était là. Non, parce que c'est 33 millions de tickets vendus pour 8 millions de personnes. Les gens viennent 4 fois. C'est-à-dire 6 mois. Les gens viennent de partout. Les gens viennent beaucoup d'Île-de-France, de France, un peu d'Europe. Mais 8 millions de personnes sur 40 millions de Français de l'Hexagone à l'époque, enfin, c'est beaucoup. Mais c'est juste que ça durait 6 mois, donc les gens venaient beaucoup. Ah, ok, pardon. Oui. Alors ça, c'est une manière de montrer la diversité des personnes colonisées. On fonctionne sur l'idée de race encore. Là. À l'intérieur de l'expédition coloniale, c'est des petits pavillons, il y a une maquette dans le hall qui vous montre les bâtiments qui ont été construits. Chaque bâtiment incarne une colonie. Et dans la colonie, vous avez des informations, des maquettes, des films qui vous montrent comment ça fonctionne selon la propagande. Regardez sur internet, tu tapes l'exposition coloniale. Genre, limite, il a une sorte de corde. Ouais, la corde, elle est. On avance en 1940. Ça, c'est les premiers. Comment les passer Avant le parc thérapie. Avant le bateau, le parc thérapie. Les mêmes besoins que pour la guerre mondiale. Est-ce que la guerre dure longtemps pour la France en 1945? Ça va être 40 pour la France. La guerre mondiale, les dates totales, c'est 39-45. Mais la France, le conflit dure beaucoup moins longtemps. Il y a l'armistice qui est signé avec les Allemands. Donc il n'y a pas le temps de faire venir autant de personnes pendant la guerre mondiale. Si la guerre était restée si la France était restée en guerre aussi longtemps, très certainement il y aurait eu les mêmes chiffres. 1 million. Mais là, voilà. La guerre est beaucoup plus courte. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après. C'est quoi le mot-clé de ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale en France? La déportation, c'est vrai. Mais pour la France, juste la France, après 40-41, c'est la résistance. Il y a la division en deux, effectivement, et puis la résistance qui se met en place. Cette affiche, vous l'avez peut-être déjà vue cette année, elle a été affichée dans Paris notamment, réaffichée, c'est une affiche qui date de 1944. Qu'est-ce qu'elle vous montre, cette affiche? Des libérateurs, point d'interrogation. Qui, à votre avis, a un intérêt en France à retourner la France contre les résistants, contre les libérateurs? Qui collait ces affiches en France? Les fachos. Fachos, c'est-à-dire les nazis. Les nazis. Vichy et les nazis. En l'occurrence, surtout les nazis. Pour cette affiche. Donc, en France, on a collé des affiches pour faire en sorte que les Français qui regardaient cette affiche se posent la question des libérateurs pour l'interrogation, non, la libération par l'armée du crime. L'objectif de cette affiche de propagande, c'est d'expliquer que la résistance, eh bien, ce sont des terroristes. Qu'est-ce qu'on va vous présenter alors dans cette affiche? Eh bien, ces fameux libérateurs. Vous avez des photos, vous avez des noms de famille, vous avez des nationalités, vous avez comme ça la question du culte, la question politique. On vous a mis des photos de personnes qui s'appellent Alfonso, Manouchian, Reimann, Boxov, Wittschwitz, Elek, Grishvatz. Sur quoi on insiste dans cette affiche? Les juifs. La question juive. Ils sont étrangers. La question des autres. La question des étrangers. On va choisir, eh bien, tous ceux qu'une partie de la population française déteste. Parce que la France, elle est en partie antisémite, en partie anticommuniste, en partie xénophobe dans les années 30-40. Donc là, les nazis, on l'a compris. Donc pour faire en sorte que les Français ne soutiennent pas la résistance, eh bien, ils vont créer cette affiche rouge qui va expliquer eh bien, que ce sont des juifs polonais, juifs hongrois, juifs polonais, juifs polonais, juifs polonais,
juif hongrois, communiste italien, espagnol rouge, juif polonais. On retourne une partie de la population française contre ceux qui se battent et qui meurent parfois pour libérer la France. Et puis on va encore plus loin, on écrit ce qu'ils ont fait. 7 attentats, 20 attentats, 8 déraillements, 13 attentats. Et puis le chef de bande, Manouchian, 150 morts, 600 blessés. Vous sentez bien qu'ici on essaie de terroriser, on essaie de diaboliser. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'elle nous dit cette affiche. On n'est pas en train de faire la propagande nazie dans le musée. On est en train d'expliquer que tout simplement la résistance, elle est en partie habitée de nombreux étrangers. Et que de la même manière qu'on a trouvé des étrangers dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'armée française, on a trouvé la même histoire, cette fois-ci dans la résistance. Et que donc tous les grands moments un petit peu d'histoire de France, à un moment donné, on peut faire des liens évidents, parce que des gens se sont liés à cette cause-là. Mettez vos téléphones en Les images ici, elles vont encore plus loin, elles vous montrent comme ça ce qu'ont fait ces libérateurs. Eh bien, ça donne les terroristes, on nous montre des corps abattus, des déraillements. L'objectif, c'est vraiment de diaboliser. Est-ce qu'elle a fonctionné cette affiche à votre avis? Est-ce que les Français sont retournés contre les libérateurs? Elle n'a pas fonctionné. Au début, non? Même, alors, non, parce que dès le lendemain, alors ils sont donc fusillés tous par les nazis. C'est libérateurs. Comment? Beaumont Valérien. Exactement. Et l'affiche est collée. Et puis immédiatement, on écrit sur les affiches voilà, mort pour la France. Finalement, les nazis ici, alors ils ont été très efficaces dans une grande partie de leur propagande, mais là, ça n'a pas marché parce que les Français avaient compris quand même qu'ils étaient morts pour la France. On les avait fusillés alors qu'ils étaient en train de résister. Et ça les a desservis, les nazis, parce que finalement, ils en ont fait des héros. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Manouchian, l'Arménien, cette année? Au Panthéon. Au Panthéon. Ça fait partie des très rares étrangers qui sont rentrés au Panthéon. C'est bien, vous savez des choses, moi. Est-ce que vous avez des questions? Alors on avance en 1962. Vous êtes trop fort. C'est récent. C'est récent. Ben, vous avez une bonne culture, en tout cas, vous savez les choses. Merci. Voilà, leur donner la parole. Mais c'est par où? Vous suivez les guides, vous l'avez. Ouais. On va rester 3 minutes. 3 minutes, faut pas qu'il y ait pas. Je suis désolé, on va rester 3 minutes, mais je pense que c'est. Oui, non, mais moi, juste faire un aller-retour. parce que vous êtes avec nous, faut pas que. Donc c'était pour accéder à la plateforme. On peut porter si elle veut. Bah, c'est juste pour écouter la musique 2 minutes. C'est si elle veut. On vient juste écouter la musique, on peut laisser la porte ouverte. C'est juste pour vous expliquer qu'on passe des morceaux de musique dans ce musée qui nous parlent des liens entre la culture musicale française et les autres cultures musicales. Je vous en prie, entrez, allez voir. Pareil. Tu verras les disques de loin. Je suis désolé, mais ça nous fait faire un aller-retour vraiment pas utile. Les hommes peuvent la porter. On peut la porter si. En plus, ça va lui faire découvrir les gens. Et si vous voulez retrouver les musiques, après vous pouvez scanner un code et vous les retrouverez sur internet. Je vous montrerai le code derrière. Là. Ah ben on peut pas tout choisir. C'est juste les 5 playlists et ensuite elles sont parties et des fois c'est pas exactement les mêmes vinyles que celles qui sont passées. Parce que les vinyles changent. Ouais. Alors c'est pas que de la musique étrangère. C'est le lien culturel de l'immigration sur la musique. Alors Yves Montand, immigré, juif italien. Alors on peut plus changer les playlists, il faut aller au bout là. Ah bah ça, ce qui est intéressant c'est que voilà, vous avez toute l'histoire de l'immigration dans la culture musicale.
vous avez tous les apports. Vous avez les nouveaux instruments, les belles paroles, les belles chansons. Et là, c'est ce qu'on appelle le matériel. C'est pas parce qu'on a immigré avec son instrument de musique, c'est parce qu'on a immigré et qu'on est arrivé avec de la musique dans sa tête. Vous avez Umkeltoum là, vous avez vu? Exactement. Umkeltoum. Donc ça, c'est l'Égypte. Myriam Makeba. Ouais. Salma Kossa, Manu Dibango. Est-ce que vous avez d'autres exemples que la musique en tant qu'apport comme ça d'immigration de manière immatérielle? La danse. La danse, ouais. L'art, c'est vrai, la question de l'art, la question des idées. Les instruments c'est matériel. Je cherche quelqu'un qui dit que c'est immatériel. La danse, ça marche bien. L'art. Immatériel, je sais pas. Ouais, les idées. La langue, absolument. Le langage change avec les rencontres. On va parler de la cuisine. Pour ça, il faut bien un jeu de com. C'est pas moi personnellement, mais c'est divisé. Et vous retrouvez toute la sélection sur Spotify, sur Deezer, toute la playlist en entier, vous pouvez la retrouver. Et on pourrait rester longtemps ici. Mais on va avancer. Qui c'est qui va se faire voler sa chaise? C'est pas C'est un ciel. c'est non, ça fait bien. Au final, t'as Boulé, t'as Franco et Okéter. Ça, c'est les top. Tu veux prendre mon photo là, Nina? Je vous ai beaucoup parlé des objets historiques. On a parlé un peu de l'art contemporain. Et puis il y a un troisième type d'objet dans ce musée. C'est l'objet que n'importe qui peut donner. À votre avis, qui a donné ce casque au musée? Comment il s'appelait ce monsieur qui a donné son casque? José Batista de Matos. Vous avez ici José Batista de Matos, qui était un immigré portugais et qui a décidé de donner son casque au musée. Pourquoi il a décidé ça à votre avis? Pourquoi le musée s'intéresse aux objets des personnes immigrées? Ça fait partie de l'histoire. Exactement, c'est pour créer un patrimoine de l'immigration. Et on se rend compte que toutes les personnes constituent leur propre patrimoine. Et quand ils décident de le donner au musée, ça devient un patrimoine national. Ce casque, il fait partie des collections nationales. C'est-à-dire que ce casque, il fait partie du patrimoine français. Vous avez tous les objets du Louvre, eh bien c'est la même chose ici. Ils ne peuvent pas être vendus, ils ne peuvent pas être donnés, cédés, ils ne peuvent pas sortir du patrimoine. Donc vous vous rendez bien compte de l'importance que ça donne. La valeur immatérielle et puis matérielle aussi un petit peu. Parce que là c'est un objet qui doit rester dans les collections. C'était quoi son métier à votre avis à José Batista de Matos? Mineur, c'était un ouvrier. Il a travaillé où? Si vous regardez là, l'autre objet qu'il a donné, RER Métro. En quelle année? 1970. Alors c'est quoi comme objet à votre avis ça? Ça servait à quoi? C'est la pierre qui... Ouais. C'est la pierre qui... Ouais, c'est une pierre, mais est-ce qu'il y a une utilité? Alors il a extrait la pierre avec un marteau ou une pioche, mais est-ce qu'il a une utilité cet objet? Pour lui? C'est le métro. Ouais, mais pourquoi il a cet objet-là, lui, dans sa chambre? Il l'a gardé, c'est qu'il s'est créé un souvenir. Un souvenir, oui. Elle n'a pas de valeur, cette pierre, en soi. Si, elle a une grosse valeur. Ah, mais oui, merci. Mais en soi, c'est un bout de pierre qui sort du tunnel. Mais lui... C'est comme nous, quand on va à la plage, vous ramassez des fois du sable. Exactement, et vous rappelez souvenir. Lui, c'est extraordinaire. C'est que, est-ce qu'il y a un sentiment de fierté là-dedans? Bien sûr. Et c'est ça la beauté de l'objet. C'est que vous avez une personne qui a donné ensuite tout ça au musée national. Et là, on parle de quoi? Évidemment du travail, des grands chantiers, l'après-guerre, des années 60. Exactement. Est-ce que ces héritiers peuvent réclamer? Après, il a donné du coup. Et ça, c'est une bonne question. La question du. Donné, non? Si c'est donné, c'est donné. C'est le contrat du tout à un musée.
Des fois, c'est des prêts. Des fois, c'est pas sûr. Des fois, c'est des prêts, mais quand... Alors, l'objectif, c'était de bien expliquer ce que c'était de donner un objet à un musée. Donc, quand vous avez signé le contrat de donation, eh bien, à l'État, l'État n'a même pas le droit de vous le rendre. C'est même pas Mais l'État, il vous donne quelque chose. Ah non, c'est un don. C'est pas des achats. On peut acheter des fois, mais là, c'est un don. C'est là le vrai problème des... Vous avez peut-être entendu parler des retours, voilà. De la difficulté de rendre des objets qui ont été volés. Oui, mais c'est possible que même ils prennent, mais ils disent que ça a été donné, mais des fois, ça n'a pas été donné. Ah bah, dans le cadre du musée, oui, toujours, par contre. Dans le cadre des objets qui ont été donnés par des personnes. C'est plus facile à tracer. Exactement. Quand on repart dans les années 70, c'était pas donné. Contrepartie, exactement. On est quand même content de faire rentrer son objet personnel dans les collections de l'État. Mais le problème de la donation, c'est qu'une fois que c'est rentré dans les collections publiques, la loi vous dit que ça ne peut plus sortir. Il est là le problème des objets volés du musée du Quai Branly. Oui, mais voler, c'est bien là le mot. Exactement. Exactement. Bien sûr. Et puis là, il doit avoir un contrat, non? Ah bah là, il y a des contrats de donation, absolument. Le problème, c'est quand il n'y a pas de contrat pour certains objets. Mais ici, en tout cas, c'est une chose très positive. L'un des objets les plus récents, c'est le certificat de naturalisation de la maire de Paris. Ah bah exactement, Madame Hidalgo a donné exactement quelque chose la semaine dernière. Madame Hidalgo... L'original de son certificat de nationalité française. Vous pouvez continuer à donner des objets. N'importe quel objet qui est en lien avec l'histoire de l'immigration, parce que vous êtes vous avez hérité d'un objet d'une personne qui avait immigré, peut prétendre à se retrouver dans les collections. On ne peut pas tout montrer, on ne peut pas tout exposer, on ne peut pas tout récupérer. Mais c'est toujours comme ça que fonctionnent les collections de ce musée. Non mais si je dois m'arrêter, c'est que je suis encore derrière. J'aurais envie de tout dire. Ouais, c'est ça en fait, c'est très intéressant. Dommage que c'est pas de plafond. Je vais l'expliquer. C'est une forme de média. C'est l'affiche. Où est-ce qu'on met les affiches, souvent les trouve dans la rue. Là, on parle plutôt du langage de la rue, des affiches qui sont bien éditées par qui a fait ces affiches. Comment? On pas tellement les médias, c'est les associations, ceux qui luttent pour les droits des personnes étrangères, qui luttent pour les personnes immigrées. C'est la lutte sociale dont on vous parle là, depuis les années 70. Et c'est un peu le déclenchement, il y a un petit bascule, c'est que pendant très longtemps, il y avait une population étrangère qui venait beaucoup en France pour travailler. Et avant les années 60-70, avant mai 68, on pourrait dire, eh bien, c'est des personnes qui en France étaient très invisibilisées, avec extrêmement peu de droits reconnus, et il n'y avait pas de manifestation, il n'y avait pas de lutte. Les personnes venaient, elles travaillaient, on a vu, je ne vous ai pas montré, mais pendant très longtemps, elles étaient très mal logées. Donc ça veut dire qu'on limitait l'intégration. On limitait l'intégration, absolument, ouais. Et il n'y avait pas de réaction. Les années 70, c'est le début d'une volonté politique qui vient de réclamer des choses, réclamer des droits. En 73, 72, il y a des manifestations qui vous expliquent à travail égal, salaire égal. Parce que pendant longtemps, au même endroit de l'usine, vous faisiez le même travail, eh bien vous ne touchiez pas la même somme parce que vous étiez étranger ou parce que vous étiez immigré. Et pendant longtemps, eh bien, ça ne
suscitait pas de réaction. Les années 70, c'est le début de la lutte sociale pour le droit des personnes étrangères et immigrées. Dans un contexte qui est de plus en plus violent, dans un contexte économique qui est plus celui où il faut absolument avoir des étrangers pour travailler dans ces usines, donc il faut de plus en plus lutter pour avoir ces droits. Et puis la salle 83, elle vous parle un petit peu de la même chose, mais vis-à-vis d'une population qui n'est plus tout à fait la même. 1973, c'était véritablement les personnes qui étaient venues en France. 1983, on va voir que des personnes vont s'emparer de l'espace public avec des manifestations, avec des demandes, alors qu'elles ne sont même pas étrangères ou immigrées. Elles sont simplement issues de l'immigration. Mais en revanche, traitées comme des immigrés ou des étrangers. Et là, on rentre dans ce qu'on a un peu expliqué tout à l'heure, les personnes qui sont issues de l'immigration, les enfants d'immigrés, les petits-enfants d'immigrés. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de la part de la population que ça peut représenter en France? Les personnes qui ont immigré, qui ont un parent immigré ou qui ont un grand-parent immigré? Combien? Ouais, exactement. C'est un tiers de la population française. Un tiers de la population française en 2024 est issue de l'immigration. C'est une personne sur trois. On peut tous s'accorder pour dire que c'est une grande partie de la population française qui est touchée par cette histoire. C'est pas une histoire minoritaire, c'est pas une histoire comme ça qui concerne qu'une petite partie de la population. Une grande partie de la population française, est issue de l'immigration. Et puis quand on ajoute les personnes qui se sont mariées, les personnes qui ont un gendre issu de l'immigration, on monte quasiment à la moitié de la population française. C'est une histoire comme ça qui est très globale. Il y a eu une date un peu clé dans cette histoire où il y a eu une sorte d'union sacrée autour de la question migratoire. C'est 1983, c'est la marche pour l'égalité. Est-ce que vous avez entendu parler de cette marche pour l'égalité? Oui. De 1983. Contre le racisme. On a fêté les 40 ans l'an dernier. Exactement, c'était les 40 ans 2023. Oui. Là, ce que je vous montre, c'est une des affiches. Qu'est-ce qu'elle vous montre, cette affiche-là? La France. Exactement. La France, ils sont partis du sud. Ils sont partis de quelle ville? De Marseille. Marseille. Et ils sont allés à Paris. Est-ce que vous savez combien de temps ils ont mis pour marcher de Marseille à Paris? À peu près, parce qu'ils ont marché. Il y a pas Ils ont marché. Ouais. Une semaine. Oh, bah, plus Non, pendant un mois, je crois. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi. On va dire 6 semaines. Alors à chaque ville, ils étaient arrêtés par la population, il y avait des célébrations, il y avait des manifestations. Est-ce qu'à votre avis, c'est une marche qui a été bien accueillie par la France, les médias et la politique? Eh bien, plutôt si. Si. C'était la gauche. Exactement. Là, on n'est plus du tout sur la même population, il est là la bascule. Alors, il peut y avoir des immigrés, des étrangers, mais c'était aussi une population qui était née française en France. Les premières années Mitterrand. Exactement. Mais qui continuait justement à être pris dans ce cycle de la violence liée à l'immigration, avec notamment la question policière. Vous avez ici les affiches qui vous montrent les manifestations contre les violences. La marche de l'égalité, pour l'égalité, elle naît dans ce contexte-là. Elle naît dans un contexte de violence avec des crimes comme ça qui étaient parfois impunis. Et vous avez comme ça une volonté de marcher pacifiquement. La question de la marche pour les droits sociaux, elle n'a pas été inventée en France. C'est peut-être ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Inde. C'est le modèle ici. La marche pour l'égalité de 83, elle est influencée par ces grands mouvements pacifistes, de Martin Luther King, de Gandhi, et pour le coup, elle a été bien accueillie en France. Vous avez eu une poignée de personnes qui partent à pied de Marseille, et à Paris, ils sont accueillis par une immense foule, ils sont 100 000. Donc ça a pris, ça a fait boule de neige, et c'est parti de l'étranger pour la France. C'est parti de Marseille. Non, je veux dire, la France a été influencée par d'autres pays, c'est ça? Le symbolisme de la marche pacifique, c'est des choses qu'on a retrouvées dans d'autres luttes. C'est pas des étrangers qui étaient à l'instigation de la marche. C'était des idées comme ça, pacifistes, que plein de sociétés avaient utilisées. Avec beaucoup la question des droits civiques aux États-Unis notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un moment comme ça très positif. 1983, il y a un souvenir très positif parce que les médias ont très bien traité la marche. Le politique a plutôt bien suivi la marche. Les mouvements politiques, les partis politiques soutenaient les causes de la marche et les marcheurs ont été accueillis par le président de la République. Donc vous avez comme ça, en 83, François Mitterrand. Et vous avez comme ça, une des causes, une des volontés politiques, qui a été acceptée. La carte unique de 10 ans. C'est la carte de résidence. Elle a été créée grâce à cette marche. Ça a été la grande victoire et un peu la seule victoire de cette marche. J'ai demandé d'autres choses. La réception politique, ça a notamment été la validation de cette carte de 10 jours. De 10 ans. Pardon, oui. Merci. De 10 ans qu'on vous aide à renouveler souvent.
Exactement. Et de moins en moins systématique et qui est encore de plus en plus difficile à obtenir. Voilà, parce qu'il y a une idée des fois, on va dire... Il suffit de lire les textes de loi ces 20 dernières années pour voir exactement le... Et un résident qui est là depuis 60 ans et qui a une certaine temps, c'est pas systématique son renouvellement, malheureusement. Et vous voyez que cette idée des papiers, elle a commencé au début du XXe siècle, et que c'est constamment des luttes, et que vous avez comme ça des marches pacifiques qui, à une époque, ont très bien fonctionné. On va aller voir ce qui s'est passé en 1995. Ces voitures-là par les dockers dans le port de Marseille. Pourquoi les voitures cathédrales à votre avis? Pourquoi l'image de la voiture cathédrale? Alors la photographie, on les a changées il n'y a pas longtemps, mais les photographies avant montraient des embarcations qui étaient encore plus surchargées, avec des paquets qui montaient encore plus haut. Et là, on parlait de voitures cathédrales parce que ça faisait une sorte de clocher. C'était des voitures qu'on voyait très loin, de la même manière qu'on voyait une cathédrale de très loin. Donc les dockers parlaient de voitures cathédrales pour parler des voitures de personnes qui avaient immigré en France, qui étaient issues d'immigration et qui, pendant les vacances, partaient où? Exactement. Donc c'est quoi l'idée ici? Sur quelle idée on accentue ici, là, dans l'histoire de l'immigration? L'immigration, c'est pour toujours définitif, et on oublie le passé. Il y a toujours un retour matériel ou immatériel qui peut prendre la route des vacances. Ce que je vous ai dit, c'est que l'immigration, c'est une personne née étrangère à l'étranger qui vient s'installer durablement. On ne dit pas définitivement. Il n'y a pas cette question de définitif. Il faut que ce soit durable. On peut retourner pour les vacances, on peut retourner dans son pays pour se réinstaller, on peut aller s'installer ailleurs. Il n'y a aucune forme de finalité. C'est juste, à un moment donné, dans une histoire personnelle, un épisode. Et puis, évidemment, que vous avez des liens émotionnels qui sont un peu imbrisables dans cette immigration. Et vous avez toujours un intérêt à retourner dans votre pays d'origine pour les vacances. Et puis, pourquoi il y avait tous ces objets sur les toits des voitures dans les années 90 et les années 2000? Pourquoi c'était pas juste des voitures comme d'autres voitures? Pourquoi il y avait des gros paquets sur les toits? Oui, mais est-ce que c'était leurs affaires à eux? Les cadeaux qu'ils apportent. Voilà, c'était plus cette idée-là. C'était pas le déménagement. C'est les cadeaux, on est parti. Plus ou moins on a réussi, malgré avec des difficultés qu'on pouvait retrouver, mais il fallait apporter quelque chose à la famille pour montrer que toi. Exactement. Leur montrer ce qu'on a eu, qu'ils n'ont pas peut-être ici pour leur faire les années 90, c'était pas aussi facile de trouver n'importe quoi dans certaines parties du monde. Donc, ça peut être l'idée de logement, c'est vrai. Mais surtout, c'était rapporter parfois des objets qui étaient beaucoup plus durs à se procurer dans certains pays. Donc nous, dans des photographies, on voit des éviers, des frigos, voilà, on rapportait plein de choses et on entassait tout ça sur le toit de la voiture. En 1995, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on a choisi cette date-là en particulier? L'élection. Comment? Les élections. Les élections, ouais. La fin de septennat de François Mitterrand. La fin d'un septennat, ici on raisonne à l'échelle plus européenne. Ah. L'Union européenne. C'est l'entrée en vigueur de l'espace Schengen. La création de l'Union européenne, ça remonte un petit peu. Et dans l'Union européenne, à un moment donné, il y a eu la décision de faire quoi avec l'espace Schengen? La libre circulation. Est-ce que la libre circulation, dans l'histoire de l'immigration, c'est plutôt positif? Oui. C'est intéressant de voir que ça l'est, ça ne l'est pas. Parce que l'espace Schengen, c'est la frontière de l'Europe, grosso modo. Exact. À l'intérieur, immigration extrêmement facile, extrêmement libre, extrêmement simplifiée.
À l'extérieur de Schengen, par contre, bah, c'est de plus en plus dur. L'externalisation de la frontière, comme ça, eh bien, c'est créer un espace où la migration est extrêmement facile et à l'extérieur de plus en plus difficile. Donc c'est ça Schengen dans l'histoire de l'immigration, c'est deux visions, avec cette idée qu'on est en train un peu d'élargir l'identité. Pendant très longtemps, je vous ai dit que l'identité en France, elle était régionale. La République, le 19e siècle, a construit l'identité française. Quelle est l'identité qui a essayé d'être construite au 20e siècle, le 21e siècle? C'est l'identité européenne. Elle n'est pas consensuelle, cette identité, mais elle continue d'exister, elle s'avance. Et de plus en plus, on sent qu'il y a une identité européenne, avec des droits pour des nationalités européennes en France. Il y a des personnes qui ne sont pas françaises en France, et qui ont certains droits politiques parce qu'elles sont européennes. C'est minoritaire, mais c'est la construction. Donc si on fait un peu une histoire longue, on se rend compte que le sentiment d'identité d'appartenance s'élargit de plus en plus. Et qu'à chaque fois, on élargit un peu la frontière de ce qu'on appelle l'altérité des autres. Pendant très longtemps, on a dit, bah, l'autre, eh bien, c'était celui qui n'était pas du village, puis celui qui n'était pas de la région, puis celui qui n'était pas du pays, puis celui qui n'est pas du continent. C'est ça un peu la dynamique un peu globale de ces derniers siècles. Avec à chaque fois, eh bien, une frontière qui incorpore de plus en plus de monde, mais qui est de plus en plus épaisse, et qui est de plus en plus difficile à traverser. Donc, en gros, le but, ça serait quoi? Ça serait en fait de garder un même lieu, mais avec des personnes venant de différents horizons. Bah, la politique Schengen, c'est de créer un espace très privilégié, mais de plus en plus dur à pénétrer. Avec la police aux frontières, Frontex, c'est ça la dynamique européenne globale depuis Schengen. C'est créer un espace comme ça, c'est la forteresse. Vous avez une image de presse, c'est dans le catalogue, mais on a parlé de l'Europe forteresse. Et là, vous savez bien qu'on va en parler de plus en plus encore aujourd'hui. C'est très difficile de se rendre en Europe. Et quand on est dedans, par contre, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous comprenez cette idée-là? On va avoir encore 2-3 objets et on avance vraiment là sur le temps présent. Juste une question. Oui. Pourquoi on appelait ces voitures des voitures cathédrales? Parce que, alors là, la photographie le montre moins. Mais on a des photographies où on voit sur le toit d'une voiture une couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Et ça, sur l'autoroute, eh bien, la voiture, on la voit de très loin. De la même manière que dans la campagne, une église, on la voit de très loin aussi. Donc c'est le surnom qui a été donné par les dockers, par les marins de Marseille, quand ils embarquaient ces voitures dans les grands ferries. D'accord, merci. Il y a un ascenseur? Ouais, mais pour aller où? L'ascenseur. Pardon. Alors, voilà, c'est quand même de l'actualité brûlante, là. Les trois joueurs. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces trois joueurs? Ouais. Alors, citez-moi. Desailly, Zidane, Trezeguet. Desailly, Zidane, Trezeguet. Alors, que font Desailly, Zidane, Trezeguet dans le Musée national de l'histoire de l'immigration? Alors, vous avez compris, c'est les marionnettes. Ils jouent pour la France. Ils jouent pour la France. Donc, vous jouez pour l'équipe de France, vous êtes français. Oui. Vous jouez pour l'équipe de France, vous êtes français. Oui. C'est impossible de jouer dans l'équipe de France de n'importe quel sport si vous n'avez pas la nationalité française. Oui. Vous connaissez le maillot 1998, la première étoile. Mais par contre, c'est quoi l'histoire en amont de ces joueurs? Champion du monde. C'est issu de l'immigration. C'est 1998. L'équipe de France, championne de monde de football pour la première fois, grâce à une équipe, on a dit Black Bomber. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce moment. Ouais. Marcel Desailly. Ça voulait dire quoi, Black Bomber? Noir, arabe, blanc. Et qu'est-ce que ça voulait dire symboliquement? Symboliquement, c'est le métissage. Exactement. On sent bien que c'est un peu greffé sur l'idée de bleu, blanc, rouge. Oui. Black, blanc, beurre. Et là, la France, eh bien, elle est tout simplement très diversifiée. Et que son équipe de foot est à l'image de son pays. Et que c'est une équipe qui gagne. Et que pendant eh bien, un petit délai de temps, eh bien,
La France était très consciencieuse. L'euphorie, elle n'a pas duré longtemps. L'euphorie n'a pas duré longtemps, mais peut-être que le 14 juillet prochain, après la finale, si on y est, eh bien, on chantera la même chose. Est-ce que l'équipe de France dit toujours la même chose aujourd'hui? Non. Oui, l'équipe de France dit toujours la même chose de par ses origines. Alors, c'est essentiellement des personnes qui sont nées en France. C'est pas tout, hein, Saïd. Ouais, c'est les origines des Guignols. Mais l'équipe de France dit toujours la même chose depuis les origines de ces joueurs. Mais après, on peut se naturaliser, mais il faut être français pour jouer à l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France sont que des personnes nées en France. Non. Camavinga n'est pas né en France. Alors, majoritairement. Et Basile Boli n'était pas né en France. Mais actuellement. Actuellement, Camavinga, il n'est pas né ici. Il y a qui encore? Mais vous regardez, c'est très souvent né dans l'île de France. 99 sont nés en France. Exactement. Ils sont venus très jeunes. On aime beaucoup nés en France. J'ai vu une photographie de l'équipe qui a dû jouer contre le Portugal avec le lieu d'origine, parce qu'on sent bien que c'est encore un débat. On sent bien que tout le monde parle aussi de cette idée-là. Eh bien, on voit très souvent des images de qui est né où, et on voit bien que, évidemment, l'équipe de France est constituée de joueurs nés en France, mais qui sont issus de l'immigration. Et là, c'est un peu un des autres sujets. On a vu la musique, on a vu la culture. Eh bien, évidemment que le sport nous l'entend très bien. Et si vous suivez les Jeux Olympiques, oui. Voilà, évidemment que la thématique, eh bien, elle va ressortir aussi. Bah oui, elle est déjà sortie avec Aya Nakamura. Exactement. Voilà, c'est une autre thématique. C'est pas exactement la thématique que je suis en train de dire, mais que sur les sportifs qui vont représenter l'équipe de France aux Jeux Olympiques, eh bien, vous trouverez évidemment des joueurs qui sont issus de l'immigration et qui vont apporter des médailles. Bah oui. Aujourd'hui même, aux infos, ça a été là. Ah bah très bien. Le matin, on parlait des boxeurs camerounais qui sont venus. Ouais. Donc, qui vont porter. Oui, mais il jouera pour le Cameroun. Non. Alors, il n'est pas camerounais. Il est d'origine camerounaise, franco-camerounais. Mais ils sont nés là-bas, ils ont grandi, ils ont boxé là-bas. Ah bah bien sûr. On va les naturaliser. Ils apportent quelque chose. Quand tu ne rapportes rien. Il faut aller sauver un bébé dans les immeubles, on va te donner la nationalité. Non, j'arrive pas. C'est mort, mon téléphone est plein. Tous les sorties, je prends. Je prends un espace de stockage en ligne.